Aujourd'hui, beaucoup de personnes manquent d'informations quand il s'agit de réaliser leur orientation scolaire. Pour trouver des opportunités, c'est plus ou moins facile de trouver des opportunités. Internet est là. Tu es venu ici par une bourse et par la suite, tu as décidé de rester. Honnêtement, j'ai besoin de compétences, j'ai besoin d'expérience. Le Niger a besoin de gens excellents. J'avais un master, ceux qui étaient excellents, mais quand même, il me fallait plus. Et c'est ça qui m'a poussé à postuler au doctorat. Et surtout parce que j'avais vu exactement ce que je voulais. Parce que là, le doctorat, si vous voulez postuler à un emploi, essayez de ne postulez pas à un poste par jour ou un poste par semaine. Non, essayez d'envoyer 10 à 20 CV par jour. Donc, c'est ce que je faisais. C'est comme ça que j'ai réussi à trouver mon stage PFE. J'envoyais énormément de CV parce que en ce moment, j'avais fini mes examens, j'étais à la maison. Aujourd'hui, beaucoup de personnes manquent d'informations quand il s'agit de réaliser leur orientation scolaire. Pour répondre à cette problématique-là, nous avons un invité très spécial sur Farah Podcast. Bienvenue, Ismaël. Merci beaucoup, ancien Moumouni. Je m'appelle Ismaël Assoumani Idi. Actuellement, je suis en première année de doctorat à l'UMCSP, donc l'Université Mohamed VI Polytechnique, et je suis sur le campus de Rabat. Je suis très heureux d'être parmi vous. Ravi de t'avoir sur le plateau. Donc, aujourd'hui, nous allons discuter vraiment de tout ce qui concerne ton parcours jusqu'à ce qui t'a amené au niveau de cette prestigieuse université, l'UMCSP, qui est quand même l'une des meilleures universités au Maroc. Oui. Donc, pour des gens qui ne te connaissent pas, vraiment, qui es-tu? Comment est-ce que tu as fait pour y arriver à l'UMCSP aujourd'hui? Donc, à l'état civil, je m'appelle Ismaël Assoumani Idi. Donc, je suis arrivé au Maroc en 2017 et j'ai fait toutes mes études à Marrakech. Maintenant, concernant ce qui m'a amené précisément à l'UMCSP, donc il faut savoir que quand j'avais fini mes études, donc bien avant de finir mes études, d'abord, j'avais eu un stage PFE dans une start-up qui est liée à l'UMCSP. Donc, c'était l'une des premières start-up de l'UMCSP. Et c'est ça qui m'a ouvert la voie à l'UMCSP et qui m'a permis de connaître plus en détail l'université. Après mon expérience dans cette entreprise, donc j'ai fait mon PFE et puis j'ai travaillé là-bas. Donc j'ai eu aussi à travailler dans une autre entreprise de drones parce que la première entreprise c'était une entreprise de drones et la deuxième également. Et là, la deuxième entreprise était à Rabat et c'est pendant que je travaillais dans cette deuxième entreprise que j'ai également postulé pour le doctorat. Donc actuellement, je fais un doctorat en mathématiques et décision et c'est au département qui se nomme Vanguard Center, donc UMCSP Vanguard Center, dans le College of Mathematical Science and Intelligent Systems. Et j'ai postulé et j'ai été pris. Et actuellement, là, grâce à Dieu, je fais tout mon cycle doctoral au sein de l'UMCSP. Comment est-ce que tu as appris qu'il y a cette opportunité-là pour toi d'intégrer l'UMCSP en fait? Donc déjà, un truc simple. On a un groupe de Nigériens, donc de l'UMCSP. Donc, on l'avait créé depuis le moment où j'étais en stage là-bas. Donc, c'est UMCSP Niger. Donc, c'est le collectif UMCSP Niger. Donc, on essaie de partager les opportunités de l'UMCSP à tous les jeunes Nigériens qui voudront s'y inscrire, postuler et passer les concours. Donc, en essayant d'aider les gens, j'ai vu une opportunité de doctorat qui était très intéressante dans le domaine des drones. D'ailleurs, pas qu'une seule, j'en ai vu deux. Donc, et je me suis dit, pourquoi pas? Peut-être que c'est cette année, peut-être que le sujet ne se répétera pas, peut-être que l'année prochaine, on va pas mettre en ligne le sujet. Donc, pourquoi pas? Donc, j'ai pris la décision sur conseil de mes amis avec qui on gérait UMCSP Niger. J'ai postulé. Et à la fin, j'ai été sélectionné à un des sujets que j'avais postulé. Voilà, c'est comme ça que tu as été pris. Tout simplement. Pas besoin de, de trucs miracles. Donc, en fait, pour des gens qui vont regarder, tu es venu ici par quand même une bourse. Oui. Et par la suite, tu as décidé de rester. Pourquoi est-ce que tu as décidé de rester ici et de ne pas retourner au Niger? Cette question est très importante. Honnêtement, venant du Niger, moi, mon objectif, c'était vraiment d'étudier à l'étranger afin d'avoir plein de compétences et plein d'expériences. Et bien entendu, à long terme, rentrer au Niger et transmettre tout ce que j'ai appris. Donc,
Quand j'avais fini mes études au Maroc, normalement, on va dire la suite directe, c'est d'essayer de trouver des opportunités, que ce soit des opportunités de travail, des opportunités de doctorat ou toute autre opportunité qui puisse être intéressante pour moi, afin de continuer. Parce que il fallait vraiment que j'ai un certain nombre on va dire, d'années d'expérience et de compétences également. Et c'est ça qui m'a poussé déjà à continuer à travailler dans l'entreprise dans laquelle j'étais. euh, après le stage PFE. Et c'est ça. Et rentrer au Niger, bien entendu, c'est dans mes plans à long terme, mais pas maintenant. Parce qu'honnêtement, j'ai besoin de compétences, j'ai besoin d'expérience. Le Niger a besoin de gens excellents. Et aller chercher le savoir, même si c'est en Chine, comme le disait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fallait vraiment que je m'arme de savoir afin de rentrer et puis d'aider le Niger. Et c'est ça qui m'a conduit à rester. J'aurais pu aller, bien entendu, continuer en Europe ou bien aux États-Unis ou bien dans tout autre pays. Tout ça, tout ceci rentrerait dans ma quête du savoir. Mais rentrer au Niger immédiatement, on va dire que c'était vraiment peut-être pas le bon moment. Donc, on peut espérer que Ismo, à la fin de son cycle doctoral, qu'il puisse rentrer au Niger. En tout cas, à long terme, oui, je compte rentrer au Niger, à long terme. À long terme, il y a une fourchette de nombre d'années. En tout cas, ce que si vous allez rentrer avant moi, non, comme ça, je vais vous retrouver là-bas, Ok. Inch'Allah. Non, ne vous inquiétez pas. C'est sûr, je vais rentrer au Niger parce qu'il y a énormément de choses. Je fais énormément de choses intéressantes et qui peuvent vraiment intéresser le Niger. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ok. Et normalement, tu as travaillé. Mhm. Dans le monde du travail, tu as quand même eu de l'expérience. Tu as mentionné que Oui, sur le fait que tu avais besoin d'avoir cette expérience-là ouais. afin de rentrer. Mhm. Mais tu as fait plusieurs années d'expérience avant de revenir sur le banc des études. Oui. Ma question, c'est que ce que tu disais en termes d'expérience, tu as déjà l'expérience. Mhm. Donc, pourquoi est-ce que tu n'as pas décidé en ce moment-là Mhm, de mhm. partir ou bien tu juges que cette expérience-là, elle n'est Mhm. pas assez suffisante pour ce que tu estimes comme expérience? Ouais. On va dire plus le deuxième point. Honnêtement, comme je l'avais dit, c'est cette quête d'excellence. C'est quand vous êtes dans un domaine que vous vous rendez compte que le domaine, il est hyper large. Et moi, mon domaine, c'était tout ce qui était lié au drone. Donc, j'avais vu qu'il y avait énormément de choses qui m'intéressaient, qui restaient à faire. Et aussi, comme je l'avais dit, il y avait cette quête d'excellence parce que j'avais vraiment été, on va dire, indirectement inspiré par un de mes managers. Donc, c'était le CTO de l'entreprise dans laquelle j'étais. C'était vraiment quelqu'un d'excellent. Et quand on faisait nos réunions, on sentait réellement la différence d'expérience, de savoir entre nous. Et je me suis dit que, OK, tu as un objectif, tu veux vraiment être excellent, tu veux t'améliorer. Pourquoi ne pas essayer, on va dire, d'augmenter on va dire, ton niveau d'éducation actuel? J'avais un master. Oui, ce qui était excellent, mais quand même, il me fallait plus. Je voulais plus. Et c'est ça qui m'a poussé à postuler au doctorat. Et surtout parce que j'avais vu exactement ce que je voulais. Parce que là, le doctorat, c'est l'occasion d'apprendre énormément de compétences. C'est des choses que, on va dire que je ne savais pas faire ou bien que je savais faire plus ou moins, que je vais essayer d'approfondir. Et ce que les gens ne savent pas, en faisant un doctorat dans un domaine précis, vous devenez un expert du domaine. Ça veut dire que si je continue, donc je fais mon doctorat dans le domaine des drones, mais en mathématiques, je continue dans ce sens dans 3 4 ans quand j'aurai publié mes papiers, quand j'aurai soutenu, je serai reconnu comme un expert du domaine. Et ça, c'est un expert reconnu du domaine parce que un papier que tu publies, ça a été, on appelle ça peer review. Donc, on va d'autres chercheurs dans le domaine ou dans un domaine Ils ont connexe. approuvé ce que tu as. Exactement, ça qu'ils ont approuvé. Imaginez, pas qu'un seul papier. Si vous avez 2 papiers, 3 papiers, là, vous devenez une excellente référence. Et ça, il n'y avait que le doctorat qui pouvait vraiment me l'offrir. En gros, moi, Mhm. je vais quand même me rebondir sur ce que tu as dit. Pourquoi Ouais. j'insiste sur le sujet, Ah, ah, c'est que la plupart du temps, nous, les gens qui restent ici, ah. Ouais. qui restons autant pour moi ici, c'est que on a ce point-là, on dit on a besoin d'expérience, mais on n'a pas en fait cette Mhm. définition-là. C'est quoi exactement l'expérience dont on dit on a besoin d'expérience avant d'entrer? Mhm. Maintenant, moi, je résume
pour toi, c'est même pas une question en fait de nombre d'années d'expérience, mais Oui, une quête d'excellence par rapport à toi, ce que tu estimes comme étant euh, ouais, de l'excellence pour toi. exactement. Donc, moi, je vais revenir sur le point sur ton point dans le monde professionnel. Comment Mhm, est-ce que tu as vécu ton intégration dans un pays étranger? Comment mhm. est-ce que tu t'es débrouillé pour trouver des opportunités Oui. et intégrer le monde professionnel Mhm. ici au Maroc? Honnêtement, on va dire que déjà, pour trouver des opportunités, je vais paraître un peu trop simpliste, mais on va dire que c'est plus ou moins facile de trouver des opportunités. Parce que Internet est là Mhm. et toutes les opportunités sont déjà en ligne. Ce que les gens ne savent pas. Et ce que je dis aux gens, si vous voulez postuler à un emploi, essayez ne postulez pas à un poste par jour ou bien un poste par semaine. Non, essayez d'envoyer 10 à 20 CV par jour. Donc, c'est ce que je faisais. C'est comme ça que j'ai réussi à trouver mon stage PFE. J'envoyais énormément de CV parce que en ce moment, j'avais fini mes examens, j'étais à la maison. Tu ne faisais rien qu'envoyer des Que CV. j'envoyais. Ça, c'était devenu mon travail. C'était devenu mon travail. Au fait, quand vous cherchez un stage ou quand vous cherchez un emploi, cherchez le CV, envoyez des CV plutôt, cherchez du travail. Ça devient votre travail. Vous n'avez que ça à faire. Vous ne devez faire que ça. Et c'est comme ça qu'on trouve des opportunités. Si vous envoyez 10 CV par jour, au bout d'un mois, ça fera combien de CV? Ça fera 300 CV, non? 300, ouais. Et qui va me dire qu'au bout de 300 CV, vous n'allez pas avoir une bonne opportunité. S'il vous plaît. Moi, honnêtement, un conseil que j'aimerais donner aux étudiants nigériens, votre premier emploi, ça sera votre stage PFE, donc la continuité de votre stage PFE. Si vous avez un stage PFE dans une entreprise qui vous plaît et puis que vous avez vraiment les conditions pour travailler, faites tout pour exceller afin qu'ils vous retiennent. C'est ça que je dis aux gens. Donc, pour toi, c'est le meilleur moyen pour intégrer le monde professionnel ici au Maroc. Exactement. Parce que ça sera Mais, difficile. mais il y a Hein? des gens Oui. qui sortent de l'école, Uh-huh. ils ont déjà en fait une fourchette salariale Uh-huh. dans leur tête qui se disent que ah, moi, je suis ingénieur, Ouais. c'est que si on ne me donne pas ce salaire-là, je ne vais pas en fait accepter commencer. Ouais. Qu'est-ce que tu conseilles pour ces gens-là qui ont ce genre de prétention? Parce que Mhm. honnêtement, moi, comment est-ce que j'ai intégré? Ah, C'est sous forme de stage aussi que j'ai intégré, voilà. stage pré-embauche. Pré-embauche. J'ai accepté de commencer avec un petit salaire Ouais. et par la suite, j'ai upgradé quand j'ai fait les 3 mois. 3 mois. On a vu de quoi est-ce que je suis capable et Mhm. on a upgradé. Donc, toi, qu'est-ce que tu as aujourd'hui comme conseil pour ces gens-là qui ont cette Mhm. vision des choses-là? Honnêtement, on va pas se cacher. Le salaire, c'est vraiment important. Et ça Très peut, important. c'est très important, surtout pour ceux qui ont une famille et tout ça. Ça peut être, on va dire, une des conditions, on va dire un package afin d'évaluer telle ou telle offre. Mais ça ne doit pas être le seul package. Déjà, sachant cela, bien sûr, il y a une fourchette salariale, bien sûr, qui vous rassure. Parce que si vous vous levez chaque, on va dire, c'est vous qui vous lèverez chaque matin. Et aussi à la fin du mois, si vous voyez votre salaire et que vous n'êtes pas satisfait, voilà quoi, c'est à vous de voir. Mais cependant, dès le début, honnêtement, je vais être clair avec vous, dès le début, le plus important, c'est pas tellement le salaire. C'est pas tellement pour une différence de 500 dirhams, 1000 dirhams, 1500 dirhams, même, voire même 2000. C'est pas ça le plus important. Mais essayez de privilégier des endroits où vous allez vous développer. Et c'est ça le plus important. Si on vous offre des conditions de travail qui vont vous faire évoluer, où vous allez vraiment apprendre des choses, où vous allez vraiment être sur le terrain, toucher des choses, apprendre, c'est le meilleur endroit. Et quel que soit plus ou moins le salaire qu'on vous offre, bien sûr, négocier pour avoir un truc décent qui vous satisfait, mais quand même, que ça ne doit pas être votre plus important, votre point de focus. Et ce que je peux conseiller, c'est les startups. Surtout ici, les startups au Maroc. Parce qu'une startup, c'est un truc où, on va dire, il n'y Tu a vas tout pas faire en fait. exactement. Mais c'est ce que je faisais. Parce que moi, quand je travaillais, donc, je faisais énormément de choses dans le domaine des dons. Donc, je faisais la modélisation 3D, je faisais l'impression 3D, je faisais aussi tout ce qui était intégration avionique, électronique. Et aussi, j'avais même réussi à avoir mon diplôme de pilote de drone. Donc, je faisais énormément de choses à la fois. Moi, je faisais même la peinture du drone. C'est-à-dire que j'étais devenu peintre. Et ce que je disais aux gens, ce que je disais à ceux qui étaient en stage avec nous, les étudiants, je leur disais, vous êtes dans une start-up. Moi, honnêtement,
Aujourd'hui, je suis peintre. Demain, si on me dit de devenir, de faire la carrosserie du drone, de devenir taulier, de mettre la carrosserie sur le drone, genre, tout ce qui est tout ce qui est tôlerie et tout ça, je sais pas. Mhm. Je dis des bêtises. Je vais le faire. Parce qu'on est dans une startup. Tu es là pour apprendre. Et Mais- demain, c'est des compétences que tu pourras monnayer. Mais il y a des gens Mhm. qui pensent dans le sens où que c'est de l'exploitation. Par exemple, moi, on m'a embauché pour telle chose, Ah, ah, ah. je vais pas en faire plus que ça. Honnêtement, pour un début, vraiment, c'est pas une très bonne mentalité à avoir. Ça dépend, bien sûr, il y a des cas extrêmes. Mhm. Et honnêtement, je pense que tout le monde est assez lucide pour savoir réellement quand est-ce qu'on t'exploite et quand est-ce que tu apprends. Et quand tu apprends, tu le sais. Quand tu exploites, tu le sais. Mais sinon, non. Au début, tu es là pour apprendre. Surtout dans un domaine que tu aimes. Si le domaine des données, il est très vaste. Mhm. Donc, entre me concentrer que sur une seule chose, parce qu'à la base, j'avais fait génie électrique, entre me concentrer que sur les systèmes électriques et électroniques dans le drone, ou bien essayer de toucher un peu à tout, quelle était la meilleure stratégie? La deuxième stratégie, parce qu'actuellement, là, je fais même des modèles mathématiques et je fais des simulations 3D, du coding. Donc, et ça, c'est des choses que j'ai apprises bien avant. Je savais plus ou moins le faire. C'est important vraiment d'essayer d'être un touche-à-tout dans le domaine de l'emploi. Et après, bien sûr, tu peux essayer de te spécialiser. Donc, ça dépend vraiment des gens, mais essayer d'apprendre autant que possible. En tout cas, c'est très important. Moi, Mhm. en fait, je suis très curieux de savoir Ah, qu'est-ce qui t'a piqué. mhm. J'essaie le monde du travail. Quand tu commences, Ouais. c'est très compliqué De de te quitter. détacher et aller dans un autre sens. Mais Exact. qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de laisser un Ouais. boulot qui te Ouais. paye bien, Ouais. pour entreprendre une Une thèse carrière. de doctorat? En tout cas, bon, beaucoup de gens ne vont pas comprendre, hein. Comme je vous le dis, ça dépend vraiment des gens. Mais moi, honnêtement, j'avais vraiment un objectif. Et je savais que si je voulais atteindre cet objectif que je voulais, ça allait passer par une thèse de doctorat dans ce domaine précis des drones. Parce que avant même de postuler, et ce qui a vraiment renforcé ma candidature, c'est que je savais exactement pourquoi est-ce que je voulais faire le doctorat, quel sujet est-ce que je voulais et qu'est-ce que j'allais faire. Et ça, c'est des points, on va dire, c'est des points bonus, c'est des game changers. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui postulent au doctorat, Qui ne savent pas. qui ne savent pas, ou bien pire même, qui postulent juste pour le titre de docteur. Pas honnêtement, que vous m'appelez docteur ou pas, je m'en fous. Et comme un de mes anciens, il a dit que le titre de docteur, là, c'est juste 1 mois, 2 mois. Après, tu vas te lever, tu vas dormir. Bah, tu es docteur et puis voilà, c'est pas la fin du monde. Voilà. Sinon, c'était pas ça mon principal intérêt. Je voulais vraiment cette quête de l'excellence. Et je me suis dit que voilà, il faut chercher déjà un excellent doctorat dans une excellente institution. Voilà, ça aurait été. Donc, et c'est tombé sur l'UMCSP. Et j'avais postulé et je l'ai eu. Donc, beaucoup de gens ne comprendront pas, hein, surtout. Et Ouais. l'avantage, c'est que je suis jeune. Déjà, je ne suis pas encore marié, donc ce qui fait que toutes mes décisions, voilà quoi, donc je les prends et je les assume tout seul. Maintenant, quelqu'un qui est marié, bien sûr, et qui a des enfants, je ne vais pas lui demander un tel niveau de sacrifice, mais tant que vous êtes jeune, ça l'avantage d'être jeune, au fait. Tu peux prendre des décisions et les assumer, et que ça marche ou pas, dans tous les cas, tu apprends. C'est Donc, des aventures. Isma est un cœur à prendre. Ça, je ne commenterai pas cette situation. La langue Ok. de bois. Ok. Aujourd'hui, tu es doctorant au niveau de l'UMCSP. Mhm, C'est quoi le sujet, en fait, sur lequel tu effectues tes recherches? mhm, Et pourquoi est-ce que tu as choisi mhm, un sujet qui concerne aujourd'hui, bon, je connais un peu le mhm, début, qui concerne un peu les mathématiques. mhm. Toi qui n'as pas fait à la base Ouais. les mathématiques. Donc, OK. Donc, je vais commencer par la question de la fin. Déjà, honnêtement, je sais qu'au Niger, beaucoup de gens n'aiment pas les maths. Ça, c'est sûr. Les gens ont peur des maths au Niger. Et même moi, au début, j'étais en série C, hein, et en terminale, j'avais quitté la C pour venir en D. Mais bon, je l'avais fait pas à cause des maths et de la physique, parce que bon, j'avais, on va dire, d'assez bonnes notes en maths, mais Mhm. parce que je voulais maximiser mes chances pour avoir la bourse.
pour avoir la bourse d'excellence. Donc, les plus de 14 de moyenne et tout ça. Et alhamdoulilah, c'est ce que j'ai eu. J'ai même eu un truc de 15 et quelques, près de 16. Mais les gens ont peur des mathématiques, mais pourtant, faut pas. Parce que les mathématiques, au fait, c'est le langage du monde. Tout ce que vous voulez faire dans le monde aujourd'hui, il vous faut plus ou moins des maths. Vous voulez faire Mais il y a des... des gens qui disent que les Uh-huh. maths, ça sert à rien, par exemple. Non. Des maths, honnêtement, ça sert à toujours. Mais les gens utilisent. Mais les gens qui disent ça, est-ce qu'ils utilisent ChatGPT? ChatGPT, les IA, ça a été codé par des mathématiciens. C'est des maths appliquées. Honnêtement, personnellement, moi, euh, il y a deux visions des choses. Moi, tout ce qui est maths théorique, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est les axiomes, les lemmes, les théorèmes, juste pour décrire des ensembles de situations mathématiques. Genre, la mathématique théorique, honnêtement, ça ne m'attire pas. Je préfère plus les trucs appliqués où je peux sentir. Je préfère tout ce qui est mathématiques appliquées, simulation, tout ça, ça me plaît. Et puis, quand ça peut se transformer en truc réel sur le terrain, moi, ça me plaît. Et c'est ce qui va nous amener dans ce domaine. Donc, dans le domaine dans lequel je fais le doctorat, c'est les drones. Les drones, c'est quelque chose que tu vois. Quand tu vois un drone, tu sais, et tu peux t'imaginer. Donc, mon sujet de doctorat, c'est d'abord en anglais, avant d'expliquer en français. Donc, c'est Constrained Consensus-Based Optimization for Decentralized Path Planning in UAV Swarms. Donc voilà, bon, le titre est en anglais parce que la thèse, je la fais en anglais et je vais soutenir en anglais. Mais en gros, au fait, moi, mon travail, donc, c'est de construire des modèles mathématiques donc, qui vont aider, on va dire, plusieurs drones. Donc, au lieu d'envoyer un seul drone, on va décider d'envoyer sur une surface, on va envoyer dans un espace, on va envoyer plusieurs drones, on va envoyer 1000 drones. Donc, moi, je dois faire tout afin de les aider à coopérer ensemble, donc par le biais de modèles mathématiques. Et aussi en respectant plusieurs règles. Par exemple, dans un espace, il peut y avoir plein d'obstacles, que ce soit un arbre, un mur, un poteau électrique ou bien même des personnes, par exemple. Donc, Mhm. on n'espère pas. Donc, il peut y avoir des obstacles qui peuvent entraver la progression de ces données et la coordination. Donc, il faut créer des modèles mathématiques qui vont essayer de permettre d'éviter De coordonner, en fait, voilà, tout les ça. obstacles. Et aussi, il y a un autre problème dont on ne parle pas, c'est que les drones, ils ne doivent pas entrer en collision. C'est comme les bandes de poissons ou bien les oiseaux quand ils volent en formation. Les oiseaux, quand ils volent en formation, ils n'entrent pas en collision. Ils respectent une formation donnée. On pense que c'est facile, mais la nature, Dieu a bien fait les choses. Mais pour une machine, comment expliquer ça à une machine? Ça passe par la mathématique. Et également, il faut respecter toutes sortes d'incertitudes. Par exemple, le drone qui est ici, il peut penser que devant lui, il n'y a aucun obstacle. Peut-être, alors que c'est en faux, en réalité, c'est faux. Peut-être qu'il y a Mhm. eu un défaut dans le capteur. Peut-être qu'il y a eu une mauvaise lecture du terrain. Il y a ça, c'est des choses qui arrivent. Ça, ça, c'est des vrais cas qui arrivent. Parce que la réalité, elle n'est pas linéaire. C'est le modèle de la vie réelle. Et là, je passais comme un mathématicien. Le modèle de la vie réelle, il est non linéaire. Il est imprévisible. Et c'est ça. Donc, c'est pour ça que cette thèse, au fait, ça respecte vraiment, on va dire, les conditions réelles. Donc, si j'arrive à faire un excellent travail, donc je peux même translater ça dans le monde réel et ça peut avoir vraiment des applications exceptionnelles dans le domaine de tout ce qui est surveillance, dans le domaine de tout ce qui est agriculture de précision, etc. Et c'est vraiment excellent. Ok. Tu as parlé du choix de l'anglais que Mhm. tu dois même présenter. Je Oui. sais qu'il y a, dans la majorité des cas, Mhm. les doctorants, ils présentent en anglais Ouais. pour la plupart. Mhm. Est-ce que ça, c'est un choix personnel que tu as fait ou bien on t'a imposé de pouvoir le faire en anglais, À la l'IM6, totalité? bon, déjà, ok, si vous voulez venir faire votre doctorat à l'IM6, sachez que toutes les thèses sont en anglais. Vous devez présenter, faire votre présence soutenance en anglais. Donc, ça, c'est non négociable. Sachez ça. Cependant, est-ce que ça doit vous empêcher de venir postuler? Non. Je me rends compte que là, je suis en train de faire quelque chose qui fait peur à presque tout le monde. D'un côté, les maths, et d'autre côté, l'anglais, surtout les Nigériens. Mais n'ayez pas peur, honnêtement. Moi, je connais des gens qui sont venus. Moi, alhamdoulilah, mon niveau d'anglais, il est bon. Mais je connais des gens qui sont venus et qui sont vraiment excellents, mais qui ne maîtrisaient pas très bien l'anglais. Ils pouvaient comprendre, mais communiquer, c'était difficile. Mais à la fin, quand ils ont soutenu, ils sont devenus excellents en anglais. Parce que quand vous êtes dans le Dans milieu, l'environnement. exactement, vous allez... Parce que tous les papiers, ma thèse, je fais ça en anglais. Donc, à un moment même,
au début, c'était même un peu difficile pour moi d'expliquer exactement ce que je fais en français. Mais je pouvais l'expliquer sans aucun problème en anglais. Parfois, je ne pouvais même pas switcher de l'anglais vers le français. J'étais resté bloqué en anglais. Et c'est ça. Quand vous lisez des papiers en anglais, quand vous bossez en anglais, ça va venir automatiquement. Donc, ça doit pas faire peur, honnêtement. Ok, super. Et pour toi, c'est quoi en fait la journée type d'un doctorant au sein de l'UM6P? Ok. Donc doctorant type ou bien de moi? Parce que moi, je ne suis pas le doctorant Tu type. es un doctorant, donc tu fais partie des doctorants. Tu es un doctorant type. Je suis un élément de l'ensemble un des doctorants. Ouais. Ok. Bon, honnêtement, le doctorant type, on va dire, le doctorant type, donc, il se lève le matin, et on va dire, il part manger, il vient au bureau, que ce soit que certains viennent à 9h, d'autres viennent à 9h30, 10h, voilà, ça dépend de l'heure de votre département. Et puis, il reste travailler au bureau, donc jusqu'à 18h, 19h. Ça, c'est, on va dire, la jeune doctorant type. Donc, c'est comme un travail, au fait. D'autres, bien sûr, ne viennent pas au bureau, mais préfèrent travailler à la maison ou bien à la bibliothèque. Donc, ça, c'est la préférence de tout le monde. Mais sinon, moi, personnellement, voici ma journée type. Donc, je me lève le matin, donc, des Asoba, des Fajr. Puis après, voilà, je pars prier, après, je pars manger et je vais au bureau directement. Donc, j'essaie de faire tout. Bon, dépendamment des jours, je fais un détour je fais un détour à la salle de sport. Voilà. Maintenant, j'essaie de faire tout pour être au bureau aux alentours de 9h30, 10h. Parce que parfois, on a les cours. Ils commencent à 10h. Donc, il faut être là largement avant 10h. Donc, quand je n'ai pas cours, j'essaie de venir peut-être un peu avant afin de bosser un peu plus, si possible. Et surtout, quand je n'ai pas cours et quand j'ai cours. En gros, c'est ça. Maintenant, honnêtement, ma journée, vraiment, elle est faite de travail, quoi. Je peux rester travailler jusqu'à 19h, 20h parfois, dépendamment des saisons. Parce que je suis là que pour ça. Et on va dire, les seules choses qui m'enlèvent du travail durant la journée, c'est peut-être pour aller prier, pour aller manger. Donc, je disais aux gens, donc, je bosse, je mange, je prie, je bosse, je mange, je mange, je prie, je Tu es mange. dans une boucle, quoi. Je suis dans une boucle. Et puis, même les week-ends. Parfois même les week-ends, hein, parce que la recherche, c'est pas comme le marché de l'emploi. Donc, pour ne pas. Voilà, quoi. La recherche, tu dois être là. La recherche, c'est un truc incertain. Tu dois créer quelque chose de nouveau. Et vous savez tellement à quel point c'est difficile. Donc, quelque chose qui n'existe pas, tu dois le créer. Vous vous rendez compte? Donc, ça demande énormément de temps, de réflexion. Parce que tu es plus dans la réflexion, dans la lecture de papier, afin d'avoir des idées et dans la formulation d'hypothèses. Donc, tu ne sais même pas si c'est rigoureusement correct ou pas. C'est après simulation ou bien après un rendez-vous avec ton superviseur que tu vas te rendre compte que, ah non, il y a des limites ou bien, ah ok, je suis sur la bonne voie. Donc, vous voyez, ça demande énormément de temps. Mais c'est un choix personnel, hein. Le fait que je travaille samedi, dimanche et même les jours fériés, mais parce que j'aime ça. Quand tu fais quelque chose que tu aimes, honnêtement, tu vois vraiment pas le temps passer. Maintenant, il faut juste être équilibré et puis ne pas Mais est-ce que abuser. tout ça, Uh-huh. c'est cadré en fait? C'est-à-dire que Mhm. vos rythmes Mhm. de travail, est-ce Mhm. que c'est cadré par l'université ou bien chacun, en tant que doctorant, c'est lui qui en fait établit comment est-ce qu'il va travailler Mhm. ou bien vous allez partir au niveau des cours et tout? On va dire que, honnêtement, on va dire que ça va. En termes de flexibilité, il y a la rigueur, mais il y a aussi la flexibilité. Comme je vous le dis, il y a des gens qui travaillent la nuit. Mhm. Moi, j'ai des anciens, eux, ils ne travaillent que la nuit. Par exemple, le gars, il commence à travailler à 19h et puis il arrête de travailler à 7h ou bien 8h. Et quand on fait le décompte, même peut-être même, il travaille même un peu plus que nous-mêmes. Parce que la nuit, voilà, c'est direct, quoi. Donc, ça dépend, au fait. Il y a la flexibilité. Cependant, il y a des deadlines. Par exemple, moi, j'ai des cours, donc ça veut dire que je peux travailler la nuit, mais je sais que j'ai cours le matin à 10h. Donc, c'est à moi d'être modéré. Donc, si je sais que j'ai cours, donc je ne travaille pas trop la nuit pour pouvoir avoir au moins un bon temps de sommeil. C'est important. C'est très... Mais bon, je suis très mal placé pour donner ce conseil, Ok. honnêtement. Aujourd- Mais ça dépend, hein. Il y a des deadlines aussi. Mhm. Ok, donc pour quelqu'un aujourd'hui qui regarde cet épisode-là, par exemple, un jeune qui regarde et
qui ne connaît pas en fait exactement c'est quoi l'UM6P Mhm. et que il veut en fait avoir beaucoup plus de renseignements par rapport à cela. Comment Mhm. est-ce qu'il va se prendre? Donc déjà, honnêtement, l'UMCP a fait un excellent travail en termes de renseignements sur le site internet. Si vous allez sur um6p.ma, tout est sur le site internet. Maintenant, pour quelqu'un qui veut postuler, et surtout pour les Nigériens, honnêtement, on fait tout pour les accompagner. Grâce à um6p Niger, on a mis en place vraiment tout un framework pour essayer déjà de partager les informations, Mhm. que ce soit au niveau de la communauté locale, donc l'ANEM centrale et dans les ANEM de toutes les villes, et aussi au niveau des écoles, des lycées. Parce que moi, il y a une année, en 2024, j'étais parti au Niger pour les vacances. Donc, bon, pour les vacances, mais pour mes vacances de travail, mais c'était durant l'année scolaire. Donc, c'était pendant le Ramadan, je pense, mars, avril, comme ça. Mais donc, j'étais au Mhm. Niger. Donc, j'ai bien profité pour parler de l'UM6P. J'étais allé dans plein d'écoles. J'étais allé dans mon école, dans mon ancienne école, le CSP Tayamana. Je suis allé au Mariama, je suis allé au lycée d'excellence, je suis allé au club, je suis allé dans énormément d'écoles. C'était vraiment excellent. Donc, on essaie de vraiment partager l'information aux gens. Et à Donc, cette période-là, tu n'as même pas encore intégré l'UM6P. pour le doctorat, Ouais. j'avais pas intégré l'UMCP pour le doctorat, mais dans cette période, je travaillais dans la startup là-bas à l'UMCP. Ah, Donc, ok. vous voyez. Donc, Tu connais en fait plus ou moins l'environnement. oui, et j'étais de la famille. J'étais de la maison, donc c'était plus facile pour moi. Donc, voilà, celui qui veut postuler, honnêtement, voilà, il peut. Ce que je recommande aux gens, c'est d'essayer de rentrer en contact avec nous. Donc, je pense que vous allez laisser les informations en bas de description. Envoyez-moi un mail, voilà, ou bien sur mon compte LinkedIn. Donc, on a des groupes. On a un groupe donc, de mentoring où on mentore les étudiants. S'ils ont des questions, bon, on a s'ils ont des questions, ils peuvent les poser et on va essayer de les aider, voilà. Surtout pour certains qui ont des cas. Et aussi, voilà, c'est vrai que c'est pas facile aussi parce qu'on n'a pas énormément de temps. On a aussi un groupe de préparation aux examens où on envoie les sujets d'examen. Donc, on a essayé de faire tout pour récupérer les sujets d'examen de toutes les filières. Il y a énormément de filières du MSP. Il y a certains qui ne sont pas, on n'a pas encore eu les sujets parce qu'il n'y a aucun Nigérien qui a postulé. Mhm. Donc, vous vous rendez compte, mais il y en a plein il y en a plein de filières où on a des sujets. Et si vous êtes sélectionné déjà à l'examen écrit, il y a les sujets qui sont là. Donc, voilà, on vous donne des conseils. Et si vous êtes, on peut chercher aussi des sujets qui sont pas là. Et si vous êtes sélectionné à l'examen oral, c'est là que vraiment notre travail entre en jeu. Parce que là, on peut se dire que bon, peut-être qu'on n'a pas beaucoup de temps, voilà, pour être toujours là. Mais dès que quelqu'un est sélectionné à l'examen oral, c'est sa dernière étape. Donc là, on se sacrifie. Là, on fait des simulations d'entretien, donc en ligne. Donc si la personne est au Niger, et Dieu sait à quel point la connexion du Niger, c'est très compliqué, mais quand même, on essaie de s'adapter. Donc, on essaie de faire des simulations d'entretien avec la personne. Et on essaie de lui expliquer comment va se passer l'examen. Et puis, on fait la simulation, on lui pose des questions et puis on évalue ses réponses. Donc, tous les gars, honnêtement, les gars, vraiment, ils sont vraiment disponibles. C'est vrai qu'il y a des gens parmi nous, il y a des gens, que ce soit des étudiants actuels ou bien des anciens étudiants, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens même qui sont même mariés, même, mais quand Ouais. même, on fait tout pour donner un peu de notre temps pour aider les gens. Surtout si tu as postulé pour la filière dans laquelle je suis. Alors là, c'est le jackpot. Ok. En fait, moi, ce que tu es en train de dire, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Ouais, Il y a des gens qui disent que les Nigériens, on n'aime pas en fait partager, on est méchant. Et ouais. pourquoi est-ce que vous faites tout ce travail-là? Mhm, Moi, je suis témoin du travail que vous faites. mhm. Il y a même eu une journée consacrée pour l'étudiant nigérien au niveau de l'UM6P. Pourquoi est-ce que vous faites tout ce travail-là? Honnêtement, il faut savoir que vraiment, on n'attend rien des gens. Honnêtement, le seul qui puisse nous récompenser, c'est Dieu. Et ça, c'est un. Et aussi, il y a une histoire que j'aimerais vous raconter. Il y a un de mes anciens. On a un Nigérien qui enseigne Mhm. donc à l'UMCSP Benguéré dans la faculté de médecine. Quand j'avais eu mon doctorat, il m'a envoyé un message personnel. Il m'a dit que Ismaël, ce que tu as maintenant là, c'est le fruit de tout ce que tu as fait. Genre, ça, c'est Dieu qui te récompense de tous tes efforts hein, pour aider les gens à postuler. Donc, ça, il y a pas meilleure récompense que ça. Mais également aussi, il y a cette vision de moi, je pense qu'il y a plusieurs manières d'aider le pays. Il y a vraiment plusieurs manières d'aider le Niger.
Et nous, la manière qu'on a choisi, c'est d'essayer d'aider les Nigériens qui veulent intégrer, donc de les aider à intégrer Les gens l'UMCSP. qui sont excellents à... Surtout les gens qui sont excellents. Vraiment, si vous êtes excellent et que vous regardez ce type de... ou même si vous connaissez quelqu'un qui est excellent, s'il vous plaît, parlez de cette opportunité. Ça, on veut... Comme il y avait, il y avait une petite citation, par exemple, quand un Sénégalais vient quelque part, donc il fait tout pour qu'il y ait plein de Sénégalais là où il vient. Donc c'est la même chose qu'on fait avec les Nigériens. On est venu, on est là, les conditions sont là, on s'illustre, on travaille, mais si à la fin de mon cycle, je suis le seul Nigérien dans mon cycle de doctorat. Genre, si de ma dernière année, je suis toujours le seul et qu'il n'y a pas eu d'autres Nigériens qui sont venus, c'est que quelque part, je pense que j'aurais vraiment échoué. Ça, Ouais, c'est aussi simple que ça. ouais. Et en fait, tu as parfaitement résumé, je pense, la situation. Et Mhm. c'est tout ça, je pense que tu as dit que c'est Ouais. venu pour récompenser tous les efforts que tu as faits. Mhm. Et c'est vraiment très important à souligner parce Mhm. que, voilà, beaucoup de gens ne font pas ce genre de travail que vous réalisez. Mhm. Euh, Aujourd'hui, moi, j'ai envie de te demander, Mhm. est-ce que l'UM6P, c'est une université privée ou bien c'est gratuit? Mhm. Pour tout le monde qui est excellent Mhm. et qui respecte les conditions, il peut intégrer. Mhm. Si tu peux... D'accord. Donc, de manière, on va dire, grosso modo, déjà, quand on dit université d'excellence, si vous avez au minimum un tableau d'honneur, donc ou bien une mention assez bien, que soit le niveau, postulez seulement. Parce que vous aurez des chances, même avec 12 de moyenne, vous avez des chances d'être sélectionné. Maintenant, c'est à vous de vous battre au niveau de l'examen écrit, l'examen oral, afin de montrer que vous méritez mieux que celui qui a 17 ou bien 18 de moyenne. Ça, c'est simple. Maintenant, concernant le statut de l'université, c'est une université privée, mais qui offre des bourses. Déjà, le côté le plus simple, le doctorat. Le doctorat, il est entièrement financé. Donc, le doctorat, il est entièrement financé. Donc, bon, le problème avec le doctorat à l'UMCP, c'est que dans, dans l'établissement, tout le monde sait ce que gagne le doctorat, ce qui est assez dommage. Tout le monde est au courant parce que c'est une information qui est libre d'accès. Mais si vous êtes sélectionné pour un doctorat à l'UMCP, sachez que chaque mois, vous recevrez l'équivalent de 10 000 dirhams. Bien sûr, moyennant aussi, si on enlève tout ce qui Mais est toutes les charges loyer. sont prises en charge. Non, bon, dans l'argent qu'on te donne, on enlève le loyer, donc qui est de 1900 dirhams ou bien d'autres loyers qui sont à 2100 ou 2300, mais ça dépend. Mais sinon, c'est 1900 dirhams le loyer par mois. On t'enlève aussi tout ce qui est frais d'inscription annuel, c'est 10 000 dirhams, mais par an. Donc, on échelonne la bourse. Par exemple, selon différents mois, il y a le premier mois, on donnera 6 000 dirhams. En janvier, on donnera 7 000 dirhams et en avril, on donnera 7 000 dirhams. Mais tout le reste, c'est 10 000 dirhams. Quoi d'autre? Bon, dépendamment si tu manges ou pas au restaurant. Donc, mais ça fait partie des charges, on va dire, variables. Mais c'est conséquent parce que 10 000 dirhams, Oui, ça peut quand même, ça couvre pratiquement tous tes oui. besoins. Tu En n'as tout pas cas, besoin quand même de... c'est ça. Si la personne n'est pas trop dépensière, ça va, quoi. C'est parfait. Tu peux même, honnêtement, tu peux même économiser. Donc, la trend des étudiants de l'université, c'est d'économiser pour le mariage. Je suis en train de lancer la paix à beaucoup de gens, mais voilà, là, on est dans ce cas-là. Donc, pour vous dire honnêtement, maintenant pour les autres niveaux, donc, vous pouvez avoir une bourse. Et là, je vais essayer d'être, on va dire, donc le plus clair possible. Donc, vous pouvez avoir une bourse, mais cette bourse, ça va dépendre de beaucoup de choses. C'est un calcul final que l'UMCP vous fait qui est adapté à vous. Et puis, Mhm. il vous présente si vous êtes admis. Donc, si vous êtes admis après l'examen écrit, l'examen oral et tout ça. Donc, ça peut. Donc, la bourse que l'UMCP donnera, ça sera en fonction de vos résultats d'examen au concours. Donc, celui qui est très bien classé, il aura une meilleure bourse que celui qui est moins bien classé, voilà. Ça dépend aussi de la filière, de l'emplacement de l'UMCSP, donc UMCSP Rabat ou Benguer. Ça dépend également aussi de la situation économique des parents. Donc, ce qui est cool, c'est que ça dépend de la situation économique des parents. Donc, ça, on appelle ça la bourse sur critères sociaux. Mhm. Donc, tu peux être excellent et puis la situation
économique des parents ne peut pas être si favorable. Donc là, c'est un bon combo qui va peut-être t'assurer donc les 100% de bourse. Sinon, Donc, pour des voilà. gens qui sont des orphelins, par exemple, c'est excellent Voilà, pour eux. exactement. Donc, les gens qui ont un seul parent orphelin, ou bien dont même les parents sont divorcés, ça aussi, ça joue. Ou bien même ceux qui sont dans une famille nombreuse. Donc là aussi, ils comprennent que, ah, peut-être que si votre famille est nombreuse, donc. Parce que l'UMSP demande énormément de documents. Il demande le livret de famille, les fiches de paie des parents, les fiches d'impôts. Il demande énormément de choses afin d'essayer de statuer. Donc, ne vous inquiétez pas si vraiment vous n'avez vraiment pas les moyens. C'est l'occasion pour postuler. Maintenant, cependant, aussi, il y a aussi ce que l'UMCCP fait, c'est que par exemple, si vous avez minimum 70% de bourse, donc ça aussi, je pense que on va, bon, 70, bon, plus de 70% de bourse, donc là, vous allez recevoir une sorte de l'argent, donc un truc de 1800 dirhams, donc chaque mois. Donc 1800 dirhams, c'est pas fait au hasard, c'est l'argent que tu manges au restaurant par jour multiplié par 30. Par exemple, le petit déjeuner, il est à 15 dirhams, le déjeuner, il est à 25 dirhams et le dîner, il est à 20 dirhams. Donc, Ah, ça fait les 60. prix, ça reste les mêmes, Non, ça change pas, c'est ça reste, standard. pour les étudiants, ça reste les mêmes. Donc fois 30, ça fait 1800 dirhams. Donc, ça, c'est ce que un étudiant lambda, il reçoit plus ou moins à l'UMCSP. Donc, ça, c'est en plus de l'exonération des frais d'inscription et tout ça. Il y a, par exemple, des cas où, par exemple, si vous avez une bourse de moins de 100%, vous devez payer une certaine somme. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais le message, c'est que oui, on offre une bourse, oui, on donne aussi un certain pourcentage de l'argent, mais si le pourcentage n'est pas exactement de 100%, vous devez donner un certain montant. Mais je ne vais pas trop préciser, parce que ça dépend, au fait, du pourcentage et de la filière en question. Ok. Mais, Et mhm, en tout cas, c'est très intéressant. Moi, j'ai envie de savoir, il y a certaines écoles, par exemple, qui encouragent en oui. fait les jeunes filles à intégrer certaines universités et tout. Est-ce qu'il y a des avantages qui sont offerts au niveau de l'UM6P dans ce sens? Oui, en tout cas, Pour- merci énormément pour cette question parce que j'avais oublié de parler de la bourse Mastercard. Donc, l'UMCSP a un partenariat avec Mastercard, donc, l'entreprise des cartes bancaires. Donc, et ce qu'ils font, c'est qu'ils offrent une bourse donc, dédiée exclusivement aux femmes. Donc, si vous êtes une femme et que vous postulez à l'UMCSP, donc, quel que soit on va dire, le niveau, que ce soit en post-bac, en master, vous pouvez prétendre à la bourse Mastercard. Et c'est quoi les avantages? C'est que déjà, quel que soit le pourcentage que vous avez eu initial, par exemple, si par exemple vous avez eu un truc de 60% et qu'il vous reste 40% à payer, la bourse Mastercard paye tout le reste. Donc votre bourse devient 100%. Ce qui fait que si vous avez bien suivi ce que j'avais dit, donc vous allez recevoir encore chaque mois les 1800 dirhams sans aucun problème. Et aussi, ils vont vous payer le billet d'avion aller et retour. Et ce, Uniquement pour les filles. uniquement pour les filles. Ah, donc, aller et retour. Et c'est ça, et c'est vraiment un grand avantage, honnêtement, aller et retour chaque année. Donc, il y a aussi, bon, il faut savoir aussi, peut-être que ce que je n'ai pas précisé. Donc, l'UMCSP, donc, si vous êtes au Niger et que vous avez été sélectionné pour l'UMCSP, vous avez eu la bourse et tout ça, le billet d'avion pour aller au Maroc et à l'UMCSP, il est entièrement à votre charge. Donc, ça, c'est un truc que je devais vous dire. Donc, c'est à vous de payer votre billet d'avion. Mais les filles qui ont eu la bourse Mastercard, c'est l'entreprise, c'est le Mastercard qui leur paye leur billet d'avion. Et puis, elles pourront rentrer chaque année en vacances si elles le désirent. Et aussi, et moi, pour moi, honnêtement, le point le plus important, parce que Mastercard, ce qu'ils font, c'est qu'ils offrent des ateliers d'entrepreneuriat. Les filles sont formées à l'entrepreneuriat durant tout, Tout le cursus. tout le cursus. Et ça qui est excellent, parce que moi, les filles de mon département, donc celles qui sont en première année, ils assistent à des cours d'entrepreneuriat. Ils font des concours d'entrepreneuriat. Et c'est très excellent. On va dire, dès la première année, on les inculque des notions d'entrepreneuriat. Et ils ont des projets qu'ils partent défendre. Et puis, Mastercard aussi peut leur donner des financements Peut afin de financer concrétiser les le projets. projet. C'est vraiment excellent, au fait. C'est pour ça que j'encourage vraiment nos sœurs. Nos Ok. sœurs, j'ai rien à Euh, postuler. Aujourd'hui, pour un jeune qui a toutes ces informations-là, ok, Oui. Ismaël, tu as partagé tout ça avec lui, mais qu'est-ce qui en fait peut le pousser à postuler? Pourquoi est-ce que je dois postuler au niveau du IM6P? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? OK. Est-ce que vous avez entendu parler des conditions de travail là-bas? Je vous assure, pour quelqu'un comme moi qui a fait toutes ses études dans le privé, ou dans le public plutôt,
Quand je suis venu à l'UMCSP, c'était vraiment le jour et la nuit. Là-bas, honnêtement, les conditions de travail sont là. Déjà, l'UMCSP, c'est le meilleur endroit pour faire sa recherche. Déjà, c'est financé et puis tu es dans un cadre au fait qui te pousse à travailler. Que ce soit les conditions de vie et les conditions de travail sont là. Au fait, il y a l'excellence. Et tu ne. Quand tu rentres, vous êtes la somme des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Quand vous rentrez dans un cadre comme ça, vous êtes obligé de travailler. Ça, c'est sûr. Honnêtement, je ne sais pas si vous avez vraiment vu comment le campus est. Il y a des professeurs qui viennent des universités américaines. Récemment, on a eu un professeur de Cornell University. Il est venu, il a dit waouh, c'est vraiment excellent. Quand il compare avec ce qu'ils ont là-bas, il dit qu'il se sent comme chez lui. Et ça, c'est vraiment un niveau d'excellence que l'université a atteint. Et ça, on continuera toujours à le vanter. Le niveau d'éducation est excellent. Le niveau de conditions de vie, il est vraiment excellent. Au fait, vous êtes là que pour travailler. Dès que vous rentrez, vous sentez que vous êtes là que pour travailler. Ok. Moi j'ai quand même une réticence par rapport à Mhm, ça. Est-ce que tu penses pas que le fait que les conditions sont assez excellentes, mhm. aussi ça peut pousser certaines personnes à ne pas être excellentes? Malheureusement, c'est le paradoxe. Honnêtement, moi, ma vision, c'est je suis vraiment reconnaissant pour tout ce qu'on m'a donné comme opportunité et comme condition que si je dois me tuer au travail, je vais le faire. Maintenant, ce problème de je viens, je vois ces belles conditions et je ne travaille pas. Souvent, ça apparaît dans les premières classes. On va dire ceux qui sont Là comme. où tu n'es pas habitué en fait à ce genre de... Exactement. Donc, c'est pour ça que nous, on essaie vraiment de donner des conseils, donc que ce soit aux étudiants de première année, pour leur dire que ce dans quoi vous êtes vraiment, c'est exceptionnel. Nous, on n'a pas connu ça, mais voilà, il ne faut pas voir que c'est petit, quoi. C'est quelque chose de grand. S'il vous plaît, essayez. Déjà, rendez vos parents fiers et rendez-vous fiers aussi. Mais aussi, afin de, on va dire, de rendre l'appareil, de profiter de l'opportunité, de faire travailler. profiter aux autres aussi. Exact. Bien sûr. Ça travailler et puis partager l'opportunité. Et surtout travailler parce que ça arrive, hein, malheureusement, des gens qui se reposent sur leur laurier. Parce que certaines personnes, même, ils pensent que le fait de rentrer à l'UMCSP, c'est fini. Alors que non, il faut se battre. Déjà, le système, déjà, on te pousse à travailler. Et on te facilite la tâche vraiment afin que tu puisses donner le meilleur de toi. Donc, quelqu'un qui, à la fin de l'année, malheureusement, il n'a pas les prérequis pour passer, c'est que malheureusement, c'est que peut-être il s'est pas donné assez. Peut-être qu'il y a des accidents, oui, mais quand même, les gens doivent se donner à fond. Ah, Et il c'est y a le des conseil qu'on donne. prérequis pour passer à l'année Ouais, suivante. comme dans toutes les écoles, il faut bosser, il faut avoir, il faut avoir de certains résultats, de certains mois, il faut valider les modules. C'est surtout dans les classes. Bon, c'est vrai que le doctorat, on n'a que le pré-doc, bien sûr, qu'on a validé aussi, comme si on était dans un programme de master, mais aussi avec la recherche. Mais sinon, voilà. Honnêtement, il faut juste travailler. C'est tout ce que c'est le conseil que je donnerais aux Nigériens. Il Ok. faut compenser, il faut Donc, travailler. il faut bosser, toutes les conditions se réunissent. Mais Mhm, la même chose, est-ce qu'il y a eu des cas où des gens, mhm, dû au fait qu'il y a tellement de conditions, mhm. ils ont fini leur cursus, mais ils ne veulent pas quitter parce qu'il y a tellement de conditions. En tout cas, bon, c'est vrai que les conditions sont là, mais bon, par exemple, quelqu'un qui finit et puis qui fait un doctorat, ça c'est excellent. Et c'est ça, et c'est ça on va dire, le challenge. Parce que toi, tu sais ce qu'il y a et tu veux rester. Et aussi, il y a des gens qui veulent postuler, qui sont aussi excellents. Donc, c'est là où il y a la concurrence, l'accès au doctorat ou bien même au master, parce que pour les gens qui sont, c'est compétitif. Et c'est ça la compétitivité. Et c'est ça, beaucoup de gens veulent venir. Honnêtement, est-ce que vous savez qu'il y a même des gens qui viennent d'Europe et des États-Unis juste pour postuler à l'UMCP? Il y a des programmes d'échange, voilà, et il y a aussi des gens qui postulent comme ça. Donc, quand on regarde la charte, quand on regarde la carte des étudiants internationaux de l'UMCSP, il y a même des pays comme la France, le Portugal et tout ça. Donc, ça, il y a des années où on avait ces pays-là. Donc, pourquoi ces gens, au lieu de rester dans leur pays, ils viennent ici? C'est que le niveau a montré qu'il est excellent. Donc, vous voyez, c'est la concurrence. Tout le monde veut, donc. Celui qui se bat pour la chose, c'est pour lui Ok, c'est pour lui la je pense chose. qu'on va fermer cette parenthèse de Mhm, l'UM6P. mhm, Moi, durant mes recherches, mhm. j'ai constaté que récemment, tu as intégré un programme de mentorat Mhm. lancé par Dr Faji, qui est la seule Nigérienne qui travaille au niveau de la NASA. Ouais. Euh,
Est-ce que tu peux nous parler de ce programme-là? En quoi est-ce que ça consiste? C'est quoi exactement? Mhm. Et qu'est-ce qui s'y fait? Donc, le programme de mentorat, donc déjà, ça s'appelle Spark Kimia. Donc, Spark, c'est étincelle, donc Kimia, donc c'est la science, donc en langue nationale. Donc, c'est un programme de mentorat dédié aux étudiants qui sont en doctorat, au PhD. Donc, si vous êtes nigérien, vous êtes en doctorat, donc quelle que soit l'année. Donc, moi, je suis en première année, mais j'ai postulé et puis je l'ai eu. Il y a des gens qui sont en dernière année, donc voilà. Donc, vous pouvez postuler pour avoir l'accès au programme de mentorat. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va de chaque, on va de 2 semaines ou bien, bon, ça dépend. Donc, elle nous fixe des rendez-vous dans le mois et donc, elle nous donne des cours, donc, et bon, des cours, des formations. Donc, elle nous fait des formations en visioconférence, donc, sur tout ce qui peut nous permettre d'améliorer, donc, déjà, donc, tout ce qui est compétences, donc, liées au doctorat, donc, tout ce qui est de compétences liées à la recherche, mais aussi comment améliorer son branding. Parce qu'il y a une phrase qu'elle aime dire, c'est que vous pouvez travailler, mais les opportunités qui vont changer votre vie ne se trouvent pas directement dans le bureau. C'est-à-dire que pour avoir des opportunités, il faut essayer de sortir et de contacter les gens. Il faut faire des choses. Il ne faut pas faire que la recherche. Il faut pas faire que la recherche. Il faut faire des activités extrascolaires, il faut assister à des conférences, il faut parler à des gens, il faut écrire à des gens sur LinkedIn, il faut avoir un profil sur LinkedIn, interagir avec des gens, bref, plein de choses. Donc, elle nous apprend les deux facettes, ce qui est vraiment excellent. Et puis, à la sauce américaine, ça veut dire que tout ce que les gens de là-bas font et qui marche, et ce qu'elle a fait, elle a expérimenté, elle vient nous le partage. C'est honnêtement pour. En fait, beaucoup de gens ne se rendent vraiment pas compte de l'immense opportunité que c'est. Dr. Fajimena, c'est vraiment quelqu'un d'excellent. Pour vraiment l'avoir côtoyé, que ce soit dans ce programme de mentorat, et avant, j'avais fait une vidéo sur elle. C'est vraiment quelqu'un d'excellent. Elle a un parcours hors norme, vraiment, pour une Nigérienne. C'est excellent, en fait. Elle ne s'est pas posé de limites, elle l'a fait. Et maintenant, c'est ça qu'elle essaye de nous transmettre. Elle nous dit toujours, quand vous voyez une opportunité, n'ayez jamais peur de postuler. C'est ça qui peut changer votre vie. Donc, c'est des choses comme ça qu'on fait. Et honnêtement, l'année prochaine, si le programme ouvre, donc là, actuellement, on est à la 4e cohorte. Donc, si la 5e cohorte ouvre, essayez de postuler. Et tout se fait sur LinkedIn. Suivez-la ou bien suivez la page de Spark Kimia. Honnêtement, je ne peux que vous conseiller ça. Donc, pour des Mhm. doctorants ou bien des futurs doctorants qui Ouais, verront cet épisode-là ouais, et qui vont vouloir en fait être mentorés par Dr. Faji. Pour exactement. toi, quels seraient les... Qu'est-ce qu'il faut en fait pour être un mentoré de Dr. Faji? Donc, bon, pour être sélectionné au programme, déjà, donc déjà, elle va envoyer donc, un formulaire qu'il faut remplir consciencieusement. Elle a posé, si je me rappelle, elle a posé 3 questions essentielles. Bon, donc une question, c'était juste mettre le CV. On va commencer par ça. Le problème de nos chers amis nigériens, c'est vraiment le CV. Vous savez que pour certaines personnes, dès qu'on dit processus de postulation en ligne, déjà, elles ont peur. Souvent, malheureusement, c'est ça qui fait en sorte que les gens ne postulent pas à l'UMCC parce qu'ils pensent que voilà, c'est long, c'est tout ça. Non. Les gens ne font pas bien leur CV, malheureusement. Donc, c'est ça le problème. Il y a une manière de faire les CV et si la personne ne sait pas, elle apprend. Souvent, même, c'est juste la manière même de présenter et bien présenter, ne pas faire de fautes. Et voilà quoi, mettre les informations qui servent à vous vendre. Ça, c'est des trucs simples, au fait. Et Mhm. pas besoin que quelqu'un vous l'apprenne. Donc, c'est faire un bon CV, un excellent CV, voilà. Donc, moi, ce que j'avais fait, donc le titre code que j'avais fait, c'est que j'avais mon CV normal comme les travailleurs. Donc, tu mets la photo, tu mets tout ça. Donc, ça, c'est le CV normal. Mais il y a aussi un autre type de CV, le CV plus pour les chercheurs. Donc, style anglo-saxon. Tu mets pas la photo, tu mets juste ton nom, tu mets l'éducation, juste le CV comme ça, déroulant sur plusieurs pages. Donc, je suis allé sur Internet, j'ai cherché le CV de Dr. Faji et puis j'ai essayé de faire mon CV donc, en prenant comme modèle le sien. Donc ça, c'était vraiment excellent, honnêtement. C'était une très bonne idée. Mis à part ça aussi, elle demande aussi déjà de présenter son parcours professionnel. Donc, il ne faut pas que parler de son parcours professionnel, il faut essayer aussi de parler donc, de ce que vous allez faire à l'avenir aussi, parce que ça compte. L'aspiration, la Parce que vision. c'est la vision de la personne en fait. Exactement. Et souvent, c'est ça que les gens ne font pas.
Et également, il faut faire tout pour mettre pour mettre toutes les compétences en valeur. Souvent, le Niger, on a un problème, c'est qu'on ne se vend pas assez. On pense que non, on ne mérite C'est pas, être on se vend pas. arrogant. Pas jusqu'à être arrogant. Bon, se vendre et être arrogant, c'est différent. Déjà, quand tu te vends, c'est que tu sais que tu as les compétences, mais que tu ne les mets pas assez en avant. Et c'est ça, ça la différence. Donc, je sais faire telle chose. J'essaie de construire la meilleure histoire possible afin d'attirer la personne qui va me sélectionner pour tel ou tel programme. Et en troisième position aussi, elle demande qu'est-ce que vous allez faire donc à l'issue de ce programme. Genre là, tu essaies de voir, et les attentes aussi. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Parce qu'elle elle est dans une posture elle va vraiment faire tout pour nous donner la meilleure expérience de mentorat possible. Parce que tout le temps, elle nous demande, est-ce que vous avez des feedbacks pour moi? Voilà, elle nous dit aussi que à mi-chemin du mentorat, on va faire une grosse session feedback où on va tout lui dire, voilà, les trucs qui ont C'est été combien bons. de temps de Le mentorat, mentorat? c'est un an. C'est bon. On va dire un an. On va dire c'est bon. 9 mois, un an, une année scolaire. Donc, c'est jusqu'à l'année suivante. On va dire jusqu'à décembre de l'année suivante, un truc comme ça. Donc, c'est un truc intensif, un an, bon, à raison de une ou deux, donc 2 ou 3 séances par mois. Et c'est vraiment excellent. Donc, si vous voulez vraiment postuler, donc, considérez donc, tout ce que j'ai dit. Et il se peut que les questions changent aussi. Voilà. Mais quand même, c'est sur cet esprit. Il faut vraiment vous vendre, faire un excellent CV. Et également, il faut avoir voilà, il faut bien spécifier vos attentes et être honnête sur ce que vous voulez avoir. D'autres personnes veulent améliorer leur technique de rédaction d'articles, ce qui est très important. D'autres personnes, elles veulent améliorer le personal branding, ce qui peut manquer, voilà, mais ce qui est très important. D'autres personnes veulent avoir accès à des opportunités. D'autres personnes, il faut spécifier et puis il faut tout mettre. Donc voilà. Ouais. En tout cas, je pense que tu as parlé des points très importants Mhm. sur le fait que les gens ne savent pas se vendre. Oh, et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la majorité des étudiants, ils ont en fait cette chose-là, c'est qu'ils attendent à ce qu'ils finissent tous les études et tout Ouais. avant de chercher les opportunités et tout. Non. Quel conseil est-ce que tu as à ces genres de personnes-là, Mhm. ces étudiants-là qui attendent jusqu'à ce que la fin de leur cycle ou bien Mhm. ils s'intéressent carrément pas à, par exemple, la vie associative alors que c'est très important? Qu'est-ce que tu as comme conseil pour eux? Déjà, la vie associative, honnêtement, c'est vrai que parfois, ça prend beaucoup de temps, mais c'est vraiment important parce que c'est ça qui vous donne quelques expériences intéressantes à mettre. Moi, personnellement, quand j'étais étudiant à la FST Marrakech, donc j'étais ambassadeur donc d'un carrière center, donc d'un centre de carrière. Ça, c'était l'une de genre, l'une de mes premières et les plus excellentes activités que ça soit là que j'ai eues. Il y a aussi, bon, la base, donc, à NEM, donc, de la ville dans laquelle tu es. Il y a aussi le club local de l'université. C'est très intéressant. Maintenant, les opportunités, elles ne viendront pas vous trouver. Aucune opportunité ne viendra vous trouver. Il faut aller arracher. Il faut aller arracher l'opportunité. Vous avez vu telle opportunité, vraiment, ça vous plaît. Que ce soit un programme de bourse, que ce soit un programme d'entrepreneuriat, que ce soit, quelle que soit l'opportunité, une opportunité de travail, il faut aller l'arracher. Il faut aller postuler, il faut se vendre et puis il faut se présenter sur son meilleur jour. Maintenant, un conseil, bon, plutôt que de donner des conseils du style, il faut aller chercher les opportunités, voilà, voilà. Non, non, je vais vous donner un conseil pratique. Honnêtement, il y a vraiment un outil que beaucoup de gens, souvent vous n'avez jamais pensé à utiliser cet outil de cette manière, c'est l'IA, ChatGPT, Claude, tout ce que vous voulez. Essayez de créer une conversation qui est dédiée qu'à la recherche d'opportunités, que pour essayer de scanner les opportunités. Moi, j'ai un truc comme ça. Donc, j'ai une conversation sur GPT où je lui ai dit tous les types d'opportunités que je veux. Tous les types d'opportunités, par exemple, que ça peut être des programmes de mentoring Dr. Tokoroa parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Ça peut être des conférences internationales, ça peut être des cours en ligne, ça peut être des webinaires en ligne, ça peut être toute opportunité qui peut m'aider. Donc, j'ai fait des catégories et chaque semaine, j'essaie de faire un scan. Je lui dis, juste essaie de me scanner les opportunités qu'il y a actuellement en fonction de mon profil, parce qu'il connaît mon profil. Et donne-moi ça. Et puis voilà. Et j'essaie de regarder, OK, ça c'est intéressant, ça je peux postuler. Ah non, ça, la date limite, c'est pas encore venu, donc je peux me préparer. Voilà, donc j'essaie de déclasser. Et après, j'essaie de prendre donc, les opportunités sur lesquelles je vais travailler. Donc, essayez de faire un scan. Ça, c'est un truc que vous pouvez faire. C'est simple. Vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Et honnêtement, vous allez peut-être me remercier par la suite. Il ne faut pas attendre. Il faut juste postuler et Tu ne dis, pas avoir peur. tu dis d'aller prendre les opportunités.
Quelqu'un, il arracher. va te dire comment est-ce qu'il va partir arracher les opportunités. Déjà, ça commence Déjà, au fait, euh, honnêtement, vous savez, entre quelqu'un qui ne postule pas à une opportunité, après l'avoir vu, parce qu'il pense que peut-être qu'il n'a pas les compétences, peut-être qu'il n'est pas excellent, et un autre, malgré tout ça, qui postule, déjà, de tous les deux cas, tu ne perds rien. Maintenant, Mm. celui qui postule, il se donne une chance d'être sélectionné. Il y a beaucoup de gens qui sont retrouvés dans des excellents emplois, avec d'excellentes opportunités, malgré qu'ils n'ont pas, qu'ils n'avaient pas toutes les compétences, mais juste parce qu'ils ont tenté. Et souvent, c'est ça. Dans la majorité des cas, tu coches jamais toutes les cases. C'est ça, c'est très difficile. C'est impossible de coucher toutes les cases. Non. Donc, vous voyez, si je m'étais dit que voilà, j'allais postuler pour un doctorat en mathématiques et en informatique et tout ça, alors que moi, j'ai fait génie électrique, ils vont jamais me prendre. Je serais passé à côté de l'opportunité de ma vie. Donc voilà, il faut juste pas avoir peur. Comme je dis, il faut aller arracher. Déjà, ça commence par ne pas avoir peur. Il faut postuler, même si vous n'avez pas toutes les garanties. Postulez seulement. Et aussi, maintenant, quand vous postulez et qu'on vous a sélectionné pour une phase d'entretien ou ben, je sais pas, là, essayez de montrer pourquoi est-ce que il faut parier, il faut miser sur vous. Sinon, c'est tout. Souvent, le plus difficile même, c'est postuler, hein. Après, quand tu postules, déjà, tu es dans le grand bain, donc ça ne Ouais. fait plus peur, au fait. Ok. Et en fait, Mhm, pour des gens qui te connaissent, ils te connaissent à travers Ismo Idi, ouais. une chaîne que tu animais. Et ça fait un bon bout de temps, les gens ne te voyaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas le doctorat, hein. Ne vous inquiétez pas, je suis là, hein. Normalement, je ne sais pas quand est-ce que ce podcast sera publié, mais normalement, quelques jours après, je vais mettre une autre vidéo en ligne. Et maintenant, la nouvelle approche que j'ai prise. Bon, au début, je voulais faire des vidéos, on va dire, sur tout ce qui est technologie au sens général du terme. Après, j'ai voulu penser au développement personnel. Mais après, quand j'ai eu le doctorat, je me suis dit que ça serait intéressant de partager mon expérience d'étudiant avec les gens. Donc, j'avais commencé à faire des vidéos en ce sens. Puis après, je me suis dit que, bon, tu vas postuler, tu vas soutenir plutôt en anglais. Bah, pourquoi ne pas faire des vidéos en anglais? Donc, j'avais commencé. Et maintenant, honnêtement, la prochaine vidéo qui va sortir, sera une vidéo qui aura un rapport avec mon sujet de thèse. Parce que faire des vidéos, honnêtement, ça me prend beaucoup de temps. Donc, pourquoi ne pas combiner déjà ce qui me prend beaucoup de temps avec les vidéos? Comme ça, quand je vais faire les vidéos, quand je vais faire les recherches, honnêtement, quand je fais les recherches pour mes vidéos, c'est comme si j'étais en train de travailler sur mon doctorat. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Et c'est un truc que, honnêtement, je conseille tous les doctorants de faire ça. Parce que tu vas pas te rendre compte que tu travailles. C'est une sorte d'avancement pour moi. Je suis en train Ouais. d'apprendre. Et donc, la prochaine vidéo va parler donc, de comment est-ce que les drones peuvent... Bon, comment est-ce que le fait de faire voler un drone, c'est facile. Et comment est-ce que le fait de faire voler sans drone, c'est très difficile. Donc, plus ou moins mon sujet de doctorat. Donc, et ça promet vraiment d'être fun. Et ça va me préparer à ma prochaine soutenance dans 3 4 ans comme ça en anglais. Ouais, donc c'est un entraînement en fait pour toi. Exactement. Je bosse pendant que je fais des vidéos. Ouais, c'est super ça. Mm. Et en fait, on est à la fin de cet épisode-là. Déjà? Pour les gens qui vont regarder, les jeunes surtout qui vont regarder cet épisode-là, quel conseil tu as à leur donner pour qu'ils sortent vraiment de cet épisode-là avec le maximum de valeur possible? D'accord. Bon, on va essayer un peu de résumer. Déjà, de un, faut vraiment pas avoir peur de la vie et de prendre des risques et tout ça. J'ai pris un gros risque en postulant un doctorat et honnêtement, je ne regrette pas. Déjà, les risques, c'est quand tu le prends pas que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Donc, faut pas hésiter à prendre des risques. Surtout si vous savez que vous avez raison. Donc, n'hésitez pas à prendre le risque. Et aussi, n'ayez pas peur. Voilà. C'est vrai que c'est bateau, mais quand même, euh, en faisant la chose, vous pouvez avoir peur, hein. C'est pas un problème. Mais que ça ne vous empêche pas de faire. Dans tous les cas, vous aurez essayé. Et aussi, ne négligez vraiment pas les opportunités, les informations des opportunités. Surtout pour l'UMCSP, ça, le problème, les gens négligent ou bien postulent à la dernière minute, ou bien ne lisent pas bien, ou bien ne consultent pas leurs messages. C'est des trucs comme ça. Mais
ça, on est là plus ou moins pour essayer de recadrer les gens. Donc, si parmi vous, il y a des gens qui sont en post-bac ou bien qui, maintenant, la fenêtre de master elle est dépassée, mais en post-bac, il reste encore des filières. J'espère qu'il y aura quelqu'un qui, qui est en terminale ou bien qui connaît quelqu'un qui est en terminale et qui veut peut-être faire médecine, parce que médecine, c'est toujours ouvert, pharmacie aussi, c'est toujours ouvert, mais également le cycle d'ingénieur en management industriel à l'UMCSP, c'est aussi ouvert. Donc, les trois là sont ouverts, donc les gens n'ont qu'à postuler, tenter, vous n'avez rien à perdre. Et également, le dernier message, c'est que vraiment, dans tout ce que vous ferez dans la vie, hein, les gens parleront, les gens critiqueront d'autres personnes et vous critiqueront sans que vous ne sachiez pourquoi. Mais dans tous les cas, que cela ne vous empêche pas de le faire. Donc, faites réellement on va dire ce qui vous plaît. Maintenant, prenez les risques, mais quand même, voilà, mesurez vos risques. Ça c'est normal, mais n'ayez juste pas peur. Et si vous savez que vous avez raison ou bien si vous savez que ce chemin me conduira à quelque chose de mieux, n'ayez jamais peur de le faire. En tout cas, vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir de parler de mon expérience comme ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé En tout cas, merci de mon beaucoup, expérience Ismo, pour ainsi. ce partage d'expérience-là. Je Mhm. pense que ça sera très utile pour beaucoup de jeunes, même pour beaucoup de gens qui sont qui sont pas jeunes. Ça sera très utile pour eux. Et voilà, on espère qu'à l'issue de ton doctorat, tu vas retourner servir le Inch'Allah. Niger. Donc, Mhm. merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci.